le cerveau, c'est un paquet de petits fils électriques qu'on appelle les neurones. Il y a plein de façons de décrire le cerveau. Moi, je trouve très pratique ce qu'on appelle la théorie des trois cerveaux. On peut la critiquer, on peut machin, etc. De toutes les façons, la façon dont le cerveau est abordé évolue en permanence. Pendant très très longtemps, on a considéré que l'intelligence gérait l'ensemble du cerveau et gérait l'ensemble de l'être humain. En psychologie, ça a été quelque chose de dominant et il y a encore beaucoup de gens qui travaillent avec ça comme base. C'est-à-dire qu'ils sont dans une croyance que comprendre permet de résoudre. Ok ? Ce qui a été découvert au début du XXIe siècle, principalement par Antonio Rodrigo Damasio, donc un chercheur en neurosciences, c'est que quand on prend la théorie des trois cerveaux, les choses ne se passent pas dans l'ordre auquel on s'attendait. La théorie des trois cerveaux, pour faire simple, vous avez la base du cerveau, par lequel, là en bas, donc vous avez toutes les informations qui arrivent du corps. C'est ce qu'on appelle le reptilien. Le reptilien, c'est l'ensemble des sensations. Ok ? On appelle ça le reptilien tout simplement parce que quand on voit un reptile, son cerveau, il est constitué de cette partie-là. Les informations qui arrivent de tout le corps arrivent d'abord dans le reptilien, les sensations. Pendant très longtemps, on a cru que des sensations, ça allait passer directement à ce qu'on appelle le cortex, c'est-à-dire là-dedans, il y a tout ce qui concerne l'intelligence, le raisonnement, la pensée, etc. Et puis, Damasio a démontré que d'abord les sensations et ensuite l'influx nerveux traverse une zone qu'on appelle le limbique. C'est tout ce qui concerne les émotions. En fait, les informations qui arrivent sont traitées, transformées d'abord dans le reptilien, par les sensations, et puis ensuite ça donne lieu aux émotions. Et en dernier, ça va dans les zones dans lesquelles il y a la pensée. Ça va dans le cortex ou néocortex. C'est-à-dire que la pensée qu'on avait placée vraiment en tant qu'élément le plus important a été complètement détrônée. Damasio, il dit la pensée n'est qu'un effet secondaire des émotions. Et du coup, toute cette notion qui est de comprendre permet de résoudre s'effondre. Toute la notion qu'il y avait en psychologie de sens des comportements s'effondre aussi. Il y a des comportements qui sont déclenchés de façon automatique par le reptilien. Il y a des comportements qui sont déclenchés de façon automatique par le limbique, par les émotions. Et ils n'ont pas de sens. Ils sont les signaux qu'il se passe quelque chose. Et en dernier, il y a des comportements qui sont déclenchés soit par des mémoires procédurales, par des habitudes de comportement, soit des comportements volontaires déclenchés par de la pensée. Mais même dans cette partie-là, les travaux en neurosciences ont montré que c'est moins important que ce qu'on croyait. Dans le cerveau, il y a des zones qu'on appelle les aires motrices, c'est des postes de commande des mouvements. Pendant longtemps, on a considéré qu'on avait une pensée, on décidait un mouvement et qu'ensuite, on faisait ce mouvement. Ce qui paraît très logique. Ok ? Et puis, ce qu'a montré la recherche, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, ça arrive que ça fonctionne comme ça, mais ça ne fonctionne pas toujours comme ça. L'exemple que vous avez peut-être lu dans mes bouquins, c'est le type qui est chez lui, il se dit « Tiens, j'ai soif, je prendrais bien du coca, il y en a dans le frigo », et donc il se tourne vers le frigo. Ok ? Si on prend les choses au niveau du cerveau, on s'attend à ce qui est soif, on est dans le reptilien,
Ensuite, on passe au limbique, on est dans les goûts, j'aime, j'aime pas, clac, ça s'arrête par exemple sur Coca. Juste à la sortie du limbique, en fait, il y a une toute petite zone dans laquelle il y a la recherche de la tanière du Coca. Ça s'appelle un frigo. Ok ? Et puis on s'attend à ce qu'il y ait la pensée, tiens, j'ai soif, il y en a dans le frigo, et ensuite, activation des aires motrices. Ça paraît très logique. En fait, c'est pas ça qui se passe. Vous avez la personne, donc il y a soif, Coca, repérage de la tanière du frigo, mise en marche du mouvement vers le frigo, et seulement après, tiens, j'ai soif, je me prendrais bien du Coca, il y en a dans le frigo. C'est-à-dire que la pensée vient justifier un mouvement qui est déjà commencé. C'est-à-dire que les neurosciences ont complètement détrôné la pensée. Or, on passe un temps fou à s'occuper de nos pensées et à essayer de résoudre nos problèmes par la pensée. C'est-à-dire qu'on passe un temps fou, quand on est face à quelque chose qui ne va pas, à se poser la question de qu'est-ce que je vais faire et à réfléchir. Et ça ne correspond pas à comment fonctionne le cerveau. La recherche avance. La question de savoir l'origine du mal-être, on est parti d'abord quand même sur le cerveau. On s'aperçoit que si les gens ne vont pas bien, c'est parce qu'il y a des signaux de danger, des signaux de peur qui s'activent. Les signaux de peur, ils sont très bas dans le cerveau. Ils sont, alors les scientifiques ne sont pas tous d'accord là-dessus, mais ils sont, on va dire, entre le reptilien et le limbique. Et là, il y a des peurs qui sont stockées. C'est-à-dire qu'il y a des informations qui arrivent. Le cerveau analyse ces informations, tout ça va extrêmement vite, et se dit, tiens, ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà vécu qui était dangereux, qui a été assimilé à du danger, à de la peur. Et du coup, il déclenche un signal de peur. Ok ? C'est-à-dire qu'on est dans de l'analogique, on est dans ça ressemble à. On n'est pas dans des associations logiques. Je vais vous donner un exemple. Vous avez un type qui est à Paris, en train de se promener, complètement perdu dans ses pensées, et puis il va pour traverser une artère importante de Paris, et il regarde les voitures avant de traverser, quoi. Mais il les regarde sans plus, il est surtout dans ses pensées. Et il voit passer une voiture verte. Il n'y fait pas plus attention que ça. Et puis, il met le pied sur la rue, il descend du trottoir, et il a regardé à gauche, sauf qu'il y a un bus qui arrive à contresens. Et donc, il met le pied, il descend du trottoir, et là, il y a un gros coup de klaxon sur sa droite, et il a un réflexe qui lui fait faire un bond en arrière, et il voit passer le bus. Ok ? Qu'est-ce qui va se passer ? Il voit passer le bus, et la peur va venir après. Ok ? Pendant quelques jours, il va faire attention avant de traverser. Puis après, il va oublier, comme tout le monde. Ok ? Et il oublie complètement l'incident. Les mois passent, et puis un jour, il est envoyé en mission en province. Seulement voilà, il habite dans Paris, il n'a pas de voiture, et c'est un de ses collègues qui l'emmène. Donc très très tôt le matin, il descend de son immeuble, il va vers la voiture du collègue, la voiture est verte. Il tombe dans les pommes. Le cerveau a reconnu quelque chose qu'il a associé à du danger. Voiture verte, on va se faire écraser. Allez trouver du sens là-dedans. Et en fait, notre cerveau, il fait ça depuis qu'on est tout petit. Et notre cerveau a stocké comme ça plein de trucs. Et il y a des traces dans le cerveau. Ça marche ? Mais il n'y a pas que des traces dans le cerveau. Lorsqu'il y a comme ça un événement, une peur, la personne se crispe. C'est tout bête. Ok ? Et du coup, il reste
une trace dans le cerveau et une trace dans le reste du corps. D'après ce qu'on en comprend, ça reste dans ce qu'on appelle les fascias. Et les fascias, il y en a partout dans le corps et tous les fascias sont reliés. Si bien qu'en fait, les signaux de danger sont stockés dans le cerveau et quelque part dans le corps. Et il y a une espèce de va-et-vient entre les fascias et le cerveau qui fait que les signaux restent. En inothérapie, ce qu'on travaille, c'est le fait que si on enlève le signal dans les fascias, ça disparaît aussi dans le cerveau. Du coup, du point de vue théorique, on n'a pas besoin de connaître l'origine du mal-être pour le faire partir. Alors, ce que je vous explique là est valable pour la peur. La deuxième cause de mal-être, c'est la culpabilité. Alors, c'est un petit peu plus haut dans le cerveau, mais le mécanisme est le même. Donc, je ne vais pas rentrer dans tout ça, là, il nous faudrait la matinée. Mais c'est le même principe, c'est-à-dire que nous ressentons de la culpabilité et pareil, crispation. Et nous sommes tous comme ça, avec notre corps qui est rempli de traces, qui s'activent, et du coup, les gens ne se sentent pas bien. Ça va, vous suivez ? Donc on va travailler sur les traces. C'est ça l'idée. On va y aller de façon progressive. Expérience qui a été faite, je crois, en 2013, par rapport aux traces de peur, et là, par rapport au cerveau, pour que vous compreniez ce qu'on va faire après en hypnose. C'est des chercheurs aux États-Unis qui travaillent sur la peur. Aux États-Unis, les gens sont payés pour venir faire des expériences. Okay ? Et donc, il y a des gens qui sont payés, qui choisissent de faire ça comme boulot, de venir subir des expériences. Et donc, ils viennent faire des expériences sur la peur. Donc, ils savent qu'ils vont avoir peur. OK ? Voilà, en gros, le protocole auquel on les soumet. Les gens arrivent et on va dire 200 personnes, et à chacun, on fait le même protocole. On leur fout des électrodes un peu partout pour enregistrer ce qui se passe dans eux. On leur montre une image d'un paysage quelconque, un truc banal. On leur fait sentir un parfum. Alors, c'est pas clair dans le protocole si c'est juste en même temps ou l'un après l'autre. Mais une fois que ces deux trucs-là ont été faits, ils envoient un petit choc électrique. Pas trop fort, il ne s'agit pas que les gens tombent dans les pommes, mais quand même un petit choc électrique. Donc, tous les cobayes, tous les gens qui font ça, image, parfum, choc électrique. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Assez rapidement, vu qu'on répète le truc, dès qu'on monte l'image, les gens ont peur. Ok ? C'est Pavlov, quoi. C'est vraiment du conditionnement. Ça marche ? Bien. Une fois que c'est bien installé, on renvoie les gens chez eux. On leur demande de revenir, je ne sais plus, quelques temps après, quelques semaines ou quelques mois après. Première centaine de personnes, quand ils reviennent, à 50, on monte l'image, à 50, on fait sentir le parfum. Tout le monde a peur. C'est-à-dire que le signal de peur est installé. D'après ce qu'on sait actuellement du fonctionnement de l'humain, il est installé à vie. Donc je ne vous raconte pas, la personne qui a fait ce truc-là, 10 ans après, elle se promène dans la rue, elle sent le parfum, elle va avoir peur, elle ne saura pas pourquoi. C'est sympa, hein ? Ok ? Moi j'ai toujours adoré les chercheurs. Bon, parce qu'il y a des gens qui ont l'idée du protocole. Vous êtes pervers ? Non, c'est vous dans la recherche. Bon. Deuxième groupe, centaines de personnes. Eux, ils ont un protocole différent. Ils viennent, on leur fait ce truc-là, et ensuite, quelques temps après, ils reviennent au laboratoire et ils viennent dormir au laboratoire.
pendant qu'ils dorment, on ne les a pas prévenus, pendant qu'ils dorment, on leur fait sentir le parfum. Yark, yark, yark. D'accord ? En fait, les chercheurs leur font sentir le parfum au moment où ils sont le plus vulnérables. Il y a un petit moment dans le sommeil où tout est complètement lâché, on ne contrôle plus du tout notre comportement, le corps n'est plus réactif. Et c'est à ce moment-là qu'ils font sentir le parfum. Quand les gens se réveillent, ils racontent tous qu'ils ont fait un cauchemar. Ce qui ne paraît pas surprenant. On les renvoie chez eux, et puis on les fait revenir plus tard. Et quand ils reviennent, à 50, on montre l'image, et à 50, on fait sentir le parfum. Personne n'a peur. C'est-à-dire que le signal de peur a disparu. Ça marche ? Ce qu'on en comprend, c'est que le cerveau a effacé le signal de peur parce que la personne a eu l'activation de la peur alors qu'elle était vulnérable. Ok ? C'est-à-dire que le cerveau n'a pas compris ce qui s'était passé, le cerveau a constaté que le signal de peur ne servait à rien. Si on raisonne en termes de préhistoire, et notre cerveau n'a pratiquement pas changé depuis la préhistoire, si on raisonne en termes de préhistoire, vous avez une personne qui est vulnérable, le signal de danger s'active, en théorie, elle est morte. Or là, il ne se passe rien. C'est-à-dire que ton cerveau te protège en permanence. Notre cerveau ne sait pas qu'on est au XXIe siècle. Notre cerveau fonctionne comme si on était toujours dans la préhistoire. Dans la préhistoire, on est en danger de mort permanent. Il n'y a pas de masque, rien, c'est horrible. Bon. Le cerveau collecte sans arrêt des informations sur tous les dangers qu'il y a. Par exemple, un gamin à 5 ans, il se promène et puis il voit un buisson un peu bizarre. Il va voir, et en fait, c'est pas un buisson, ou c'est un buisson, mais voilà, c'est un nid de serpent. Du coup, il a peur, il part. Son cerveau mémorise la configuration du buisson. Et c'est associé à danger. Bien. Il a 5 ans, il oublie l'événement. Les années passent. Il vieillit, il devient très vieux. Il a 25 ans. Ok ? Donc il est bientôt grand-père. Et donc, il a 25 ans, il se promène et il passe pas loin d'un buisson et son cerveau reconnaît en fait la configuration du buisson quand il avait 5 ans. Lui, il a oublié, mais son cerveau le reconnaît. Du coup, il a peur. D'accord ? C'est-à-dire que le cerveau, sans arrêt, c'est un radar à problème. Notre cerveau passe son temps à chercher tout ce qui pourrait poser problème pour nous protéger. Ça marche ? Bien. Mais notre cerveau, en même temps, il est fainéant. Il essaye de travailler toujours en dépensant le moins possible d'énergie. Donc, il a horreur de s'activer pour rien. Ok ? Bien. Lui expliquer à quelqu'un qu'il n'y a pas de danger ne marche pas, quand c'est des dangers un peu forts. Ok ? La compréhension ne marche pas. Le cerveau a besoin de vérifier par l'expérience que le signal de danger qui est là ne sert à rien. Ok ? Si un signal de danger s'active alors que tu es vulnérable, en théorie, tu es foutu. D'accord ? Mais si le signal de danger s'active alors que tu es vulnérable et qu'il ne se passe rien du tout, ok ? Ça veut dire qu'il ne servait à rien. Du coup, il l'efface. C'est de la mécanique, en fait. Pour ceux que ça intéresse, c'est l'hippocampe, et l'hippocampe renouvelle sans arrêt les cellules tout au long de la vie. C'est une des particularités de l'hippocampe. Ça marche ? Bien.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire en inothérapie? On va passer son temps à activer des signaux de danger pour montrer au cerveau que ça ne sert à rien de les garder. Et ce qu'on va faire, c'est que, au lieu de les prendre un par un, on va aller dans le corps, dans les traces, dans les fascias. Et du coup, ça va faire des paquets qui vont partir en même temps. Ça va aller plus vite. C'est ça le principe.